commence donc? Et on commence, d'accord? J'attendais Nabil, mais il ne peut pas arriver aujourd'hui. Vous me dites quand je commence. Oui, je vous présente très vitement, très rapidement, donc je te donne la parole. Gente, boa tarde, obrigado a quem veio. Sejam bem-vindos. Bom, queria só rapidamente apresentar a professora Aisha, que é professora da Universidade de Porto Alegre, né, trabalha professora de filosofia, né, tem um trabalho aí constituído em torno de Levinas e Blanchot, e hoje vai falar, agora faltou até o título é A Escrita do Mal, né, não é esse não, é o outro, que é sobre a noção de mal em Kant, Hannah Arendt e Blanchot, que eu fiz a tradução. A gente vai fazer nesse esquema, não sei se é novo para vocês, mas das outras vezes que a Aisha veio uma vez para o Rio ano passado, mas a gente fez de maneira diferente, mas as outras vezes que o professor Sérgio fez, a gente se habituou a fazer dessa forma. Ela vai ler o texto em francês. Aisha, tu vas lire en français, non, en anglais? Bah non, alors finalement, comme Serge m'avait dit de lire en français, à la dernière minute, j'ai traduit mon texte en français. Donc c'est un peu une catastrophe, mais C'est le je vais texte doublement traduit, já duas fois. Bom, então, na verdade, a Aisha vai falar em francês, né? Eu traduzi o texto do inglês. Ça va être intéressant. Oui, je traduis la version anglaise, donc on a un peu... Oui, c'est un peu un texte de Walter Benjamin, oui, la version française, une version allemande, beaucoup de versions. Et à l'origine, il était en espagnol, le texte, donc ça fait trois. Donc, il y a une version perdue que personne n'a. Ah, La première, exactement. originelle. Então, a professora Aisha vai falar em francês, vai ler o texto em francês e eu vou acompanhar aqui, né, para vocês irem lendo em português a tradução que eu fiz, certo? E mais ou menos vai ser o mesmo esquema. Depois da fala da professora, a gente vai ter uma rodada de perguntas, questões e tal, e depois, em seguida, o professor Sérgio fala. Certo? Aisha, c'est à vous la parole, merci. Muito obrigada. Alors, bon, alors d'abord, je voudrais remercier beaucoup Mauricio et Serge pour l'invitation, pour la disposition à me projeter par Zoom. C'est vraiment un plaisir de vous revoir, même si j'aimerais évidemment beaucoup que ce soit en présentiel, mais c'était pas possible. Ça me semble très intéressant d'organiser ces conférences en binôme. J'espère que je vais apporter quelque chose d'intéressant. Donc, je l'ai dit à Mauricio, il s'agit d'un texte que j'ai écrit d'abord en espagnol, après, avec l'aide de ChatGPT, je l'ai traduit en anglais. Et à la dernière minute, je l'ai de nouveau traduit en français. Et donc, c'est très bizarre la langue. Je ne sais pas d'ailleurs si vous comprenez ce que je dis, mais probablement parce que il y a plein de francophones et je devrais faire l'effort d'apprendre votre langue. Tu veux que je traduise? Alors, non, pas besoin. non, pas besoin? Si, ce serait génial d'apprendre votre langue. Acho que a Aisha estava agradecendo, né? Agora eu não anotei, não sei se vou conseguir lembrar de tudo. Mas enfim, ela estava explicando que ela escreveu uma versão do texto em espanhol, na verdade, traduziu para o inglês com o auxílio do ChatGPT, ficou meio diferente, e ela vai ler, na verdade, uma segunda versão traduzida em francês, né? Um pouco a extensão da discussão que a gente teve mais cedo. E acho que era mais ou menos isso, né? Além dos agradecimentos, das boas-vindas e tal, e de ter querido, de agradecer o convite, mas de ter, né, uma pena não poder ter vindo, né? Quer dizer, o projeto original era esse, né? Ela está presente, mas uma série de questões não foi possível. Ça marche. Merci. Alors, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais a work in progress, un travail que je viens tout juste de commencer, donc c'est que je suis en train de déchiffrer, de défricher. Je vais parler de la question du mal chez Kant, Arendt et Blanchot. Mais je suis vraiment pas une spécialiste ni de Arendt ni de Kant, peut-être un petit peu de Blanchot. Ça fait un moment que je m'intéresse à la question du mal
Et je suis arrivée à la question du mal par un travers peut-être plutôt inattendu. C'est lorsque je travaillais sur la question de l'innocence que j'ai commencé à réfléchir, je ne sais pas si sérieusement, mais en tout cas à réfléchir avec une certaine inquiétude à la question du mal. En ce qui concerne l'innocence, ce travail sur l'innocence que j'ai fait, Serge le connaît un peu. Je me suis tout d'abord rendu compte que l'innocence relève d'une sphère inaccessible. On ne peut pas penser l'innocence sans la perdre. C'est une question inaccessible ou un simple mythe qui renvoie peut-être l'innocence à la non-existence. Cependant, je me suis rendu compte que on pouvait commettre le mal en toute innocence. Et je me suis de plus en plus approchée vers l'idée, l'hypothèse qu'il y avait une coïncidence entre l'innocence et le mal. J'ai pensé par exemple à ce personnage de la nouvelle de Melville, Billy Budd. Billy Budd est un marin spontané, au grand cœur, un personnage typiquement innocent. Quelqu'un qui non seulement ne veut pas faire le mal, mais ne voit pas le mal. Et c'est cependant justement parce que Billy Budd ne voit pas le mal qu'il le fait, qu'il commet le mal, qu'il tue. Donc quand on lit Melville, et en particulier Billy Budd, mais ce serait le cas de plein d'autres nouvelles, on se rend compte que quand bien même l'innocence relève de la non-existence, ce qui fait que quand même l'innocence insiste comme question, c'est qu'il y a une coïncidence entre la question de l'innocence et celle du mal. Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à m'interroger sur la question du mal. J'ai aussi pensé à cette formule de Gustav Anders quand il parle de la loi de l'innocence à propos de ce moment, euh, de cette, euh, de cette relation entre la technologie et la destruction d'Hiroshima qui advient d'une certaine façon sans personne, sans que personne ne le décide, sans que personne ne puisse répondre de son action. Donc aussi dans Gustav Anders, on trouve cette idée que le mal, dans sa dimension absolue, a quelque chose d'innocent. Et c'est ça et c'est ça qui fait la teneur du mal. On peut pas en répondre ou peut-être le mal devient la destruction de toute réponse. Alors, les pensées de Kant, Arendt et Blanchot m'intéressent justement parce qu'elles nous confrontent chacune de différentes manières à un paradoxe. D'une part, Kant affirme que pour penser le mal, nous devons situer son origine dans la raison humaine. Je vais dire d'une façon très générale raison humaine pour dire aussi dans la liberté. Son essai sur le mal radical insiste sur le fait que si on doit penser le mal, c'est parce qu'on doit en répondre. Donc, c'est tout le contraire de ce que je viens de dire sur la loi d'innocence de Gustav Anders. S'il existe une question du mal, si on doit philosophiquement se pencher sur la question du mal, c'est qu'il faut pouvoir le situer dans la raison et en répondre. Donc, pour Kant, le mal n'est pas un phénomène naturel, c'est un problème moral ou un problème rationnel. C'est un problème qui a trait au fait qu'on doit pouvoir en répondre en raison. Le mal n'a pas à voir avec les faits, mais avec les actions. Comme le note la philosophe Suzanne Neyman, dans son livre, en français, je crois que c'est Penser le mal, en anglais, c'est Evil in Modern Thought. Il faut distinguer une catastrophe naturelle, par exemple un tremblement de terre, euh, qui est quelque chose de terrible, du mal comme quelque chose qui a été commis en pleine conscience. Un tremblement de terre, bien sûr, a des conséquences néfastes, mais il ne découle pas d'une intention malveillante. Ce n'est pas le fruit d'une action humaine. Le mal, en revanche, est bien ce qui doit être pensé en fonction d'une certaine intentionnalité.
Donc, et c'est ça qui m'intéressait en particulier chez Kant, le mal doit être pensé comme un fait de la raison. Pour Arendt et Blanchot, alors Arendt et Blanchot, ce sont deux philosophes qu'on n'a pas l'habitude de mettre en relation. Mais là, sur la question du mal, il me semblait intéressant de les penser côte à côte. Pour Arendt et Blanchot, le mal n'est pas tant le problème, enfin, la question du mal n'est pas tant le problème de l'exercice de la raison, mais de la destruction de la raison. Euh, le mal n'est pas, je l'ai dit, un phénomène naturel, c'est ce qui met en question la raison. Cependant, avec Arendt, et en particulier lorsqu'elle parle de la banalité du mal, mais aussi d'une autre notion dont on parle moins souvent, le mal absolu, le mal commence à être ce qui advient politiquement comme ce qui détruit la raison, comme ce qui nous empêche de répondre de ce qu'on fait. Donc, le mal n'est plus seulement un problème rationnel, c'est d'une certaine façon le problème de la fragilité de la raison. Le mal met en danger la raison elle-même, soulignant la précarité de notre capacité même à penser ou de ce que Arendt appelle, en pensant à la troisième critique de Kant, la faculté de juger. Donc, si on met ensemble Kant, Arendt et Blanchot, le mal est un problème complexe et devient un problème d'une certaine façon presque pervers, puisque d'un côté, il faut situer le mal dans la raison pour pouvoir en répondre, et d'un autre côté, le mal est aussi ce qui détruit notre raison. Pour être concevable en tant que tel comme mal, il doit être localisé dans notre utilisation de la raison, dans notre liberté. Cependant, il existe des formes de mal qui consistent précisément à détruire la raison, ce qui rend alors le mal non localisable. Donc la question que je suis en train d'ébaucher dans ce que j'ai appelé un work in progress, un travail en cours, c'est comment le mal peut-il être pensé dans sa radicalité, si on est fidèle au projet kantien, si le mal advient aussi comme la destruction de la raison ou du jugement, c'est-à-dire de ce qui constitue, pour Kant au moins, la racine de l'être humain. Comment le mal peut-il être pensé dans sa radicalité si le mal est bien ce qui détruit la racine de l'être humain? Alors, je vais diviser cette réflexion en trois étapes. Comme toujours, les têtes françaises pensent toujours en trois temps. Tout d'abord, je vais me pencher sur la question du mal banal et de ce que Hannah Arendt appelle Pardon. Tout d'abord, je vais me pencher sur la question du mal radical, ensuite de ce que Arendt appelle la banalité du mal, mais aussi le mal absolu. Ce sont deux cas de figure différents du mal. Et ensuite, je vais me pencher sur ce que Blanchot appelle le désastre. Alors tout d'abord, ça me semble intéressant de réfléchir aux adjectifs et aussi aux substantifs que Kant et Arendt utilisent pour penser le mal. Par exemple, quand on dit mal radical, mal absolu, on est dans le cas où le mal est pensé en fonction d'un adjectif, ou bien la banalité du mal. Là, il s'agit plutôt d'un substantif, la banalité, qui décrit la façon même dont le mal se produit. Ce qui m'intéresse dans ces trois cas de figure, mal radical, mal absolu, banalité du mal, c'est que à chaque fois, il s'agit de se demander ce qui rend le mal pensable ou non pensable. Mal radical, mal absolu, banalité du mal font référence au problème que j'évoquais précédemment. Qu'est-ce qui rend possible une pensée du mal? Donc, il ne s'agit pas de penser le mal comme simple thème. Qu'est-ce que le mal? Il s'agit toujours de penser le mal en fonction de ce qui nous constitue
comme être raisonnable ou de ce qui nous détruit comme être raisonnable. Comme s'il y avait un lien intrinsèque entre le mal et la pensée, entre le problème du mal et le problème de la pensée. Chez Kant, je l'ai dit tout à l'heure, le mal, la notion de mal radical se situe dans réfère au problème de la raison. Il faut penser le mal comme afférent à la dimension rationnelle de l'être humain. Chez Arendt, et cela on le retrouve en particulier dans le livre L'origine du totalitarisme, et en particulier dans une des préfaces, le mal absolu ne relève pas de la dimension rationnelle de l'homme, de l'être humain, mais elle dit dans ce texte, le mal absolu, c'est le mal comme n'étant pas humainement compréhensible. Donc on s'avance. Vous m'écoutez bien, n'est-ce pas? Oui, oui, on entend. OK. Donc entre le mal radical et le mal absolu, déjà, on change complètement de configuration. Le mal radical situe le mal dans la raison humaine. Le mal absolu, c'est ce qui n'est pas humainement compréhensible, donc ce qui échappe à l'exercice de la raison. Et enfin, lorsque dans son texte sur Eichmann, elle parle de la banalité du mal, elle fait référence au mal comme ce qui se produit en absence de pensée. Donc toutes ces trois formules, mal radical, mal absolu, banalité du mal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, abordent la relation entre le mal et la pensée. La première celle de Kant, mais on va voir que c'est pas si évident, voudrait faire du mal, voudrait situer le mal dans l'exercice de la raison, ce qui est la racine de l'homme, tandis que Arendt aborde plutôt le mal comme ce qui se produit en absence de l'exercice de la raison. C'est la raison humaine qui n'est plus accompagnée de la pensée humaine. Non, c'est appliquer des normes mais sans les penser. Attendez, je vais boire un peu d'eau parce que j'ai plus de voix. J'espère que c'est pas trop ennuyeux de d'écouter quelqu'un parler du mal à travers un écran. Alors, je vais d'abord me concentrer sur le thème kantien du mal radical pour ensuite aborder les thèmes que développe Hannah Arendt sur le mal absolu et la banalité du mal. J'ai choisi Kant et Arendt pour commencer parce que ce qui m'intéressait, c'est que la pensée de Hannah Arendt est profondément kantienne. Elle est, elle revendique cet héritage kantien et je pense qu'elle cherche toujours à ramener ce qu'elle pense à un horizon kantien. Cependant, quand j'ai commencé à travailler cette question, je me suis rendu compte que en ce qui concernait la question du mal, Kant et Arendt étaient peut-être aux antipodes l'un de l'autre. Donc, ce qui finalement m'intéressait, c'était comment Arendt peut-elle rester kantienne si le mal détruit les présupposés kantiens quant à la question du mal, mais quant aussi à la question de ce qui constitue l'être humain en raison. Alors, dans l'essai sur le mal radical qu'on trouve dans l'ouvrage de Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Kant, je l'ai dit déjà 4000 fois, fait explicitement du mal un problème qui a trait à la raison. Penser le mal, c'est penser la raison. C'est deux problèmes, deux questions qui sont complètement corrélatives l'une de l'autre. Comme je l'ai déjà dit dans l'introduction, le mal n'est pas une catastrophe naturelle, c'est le résultat d'une action. Nous pouvons parler de mal dans la mesure où nous existons
dans un monde humain défini par des règles, des lois et des individus responsables de leur action. Lorsque Kant parle du mal radical, il situe donc le problème du mal à la racine de l'existence humaine, dans ce qui constitue les humains en tant qu'humains, à savoir leur liberté, ou plus précisément l'utilisation de la raison qui rend les êtres humains libres. Ainsi, le thème du mal radical est avant tout le problème de sa topologie. Il faut situer le mal. Il ne faut pas le constituer, on ne peut pas le constituer comme objet tant que l'on ne l'a pas situé. La radicalité du mal parle de sa localisation. Le mal est à la racine de ce qui constitue l'être humain en tant que tel, à savoir, ou du moins pour Kant, la raison ou la liberté. Par conséquent, parler de mal radical ne revient pas à parler de figure du mal, comme ou à parler quand on parle de mal radical, on n'est pas devant des questions d'excès, par exemple. Il ne s'agit pas de quantifier le mal. C'est pas le mal radical, c'est pas une catastrophe, c'est pas un génocide, par exemple. Le mal radical, c'est le mal qui se situe dans son concept même, dans ce qui en fait un problème, dans la racine de l'homme. Le mal radical, c'est le problème de sa localisation et pas de son, par exemple, de son expansion. L'adjectif radical, dans l'expression mal radical, signifie que le mal est en chacun de nous. Mais, et c'est ça qui est très intéressant chez Kant, très intéressant et à la fois très littéralement alambiqué, je pense, mais c'est ce qui le rend très intéressant. Le mal radical signifie que le mal est en chacun de nous. Il n'y a pas des gens, il n'y a pas des personnes qui seraient pures du mal, mais il n'est pas en chacun de nous comme un destin. Il est en chacun de nous comme ce qui nous constitue libre. Il est indissociable de ce qui constitue l'être humain dans la liberté. Donc, à chaque fois qu'on relit Kant, on se rend compte que c'est vraiment une pensée extraordinaire. Donc, pour Kant, le mal, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème moral, ce n'est pas un problème naturel. C'est un problème moral, c'est-à-dire qui a trait à la nécessité de répondre aussi de son action. Ce n'est pas un problème naturel au sens où ce n'est pas quelque chose qui arrive, tout simplement. Mais, et c'est quelque chose qui m'intéresse, si c'est un problème moral, il faut aussi insister sur le fait que ce n'est pas un problème politique. C'est le problème de comment chacun répond en raison. C'est moral, c'est-à-dire c'est rationnel ou ça fait partie du problème des Lumières. Or, ce qui m'intéresse quand on lit l'essai de Kant sur le mal radical, c'est que dans son intention même de localiser le mal, dans cette insistance que met Kant pour situer la question du mal dans la raison, eh bien, on voit que Kant se perd, qu'il s'en mêle les pieds, si vous voulez, ou que plus il cherche à le localiser, plus il perd la possibilité de le localiser. Plus il cherche à faire du mal un problème rationnel, plus il se rend compte que rationnellement, ça ne marche pas complètement. D'une part, dans l'essai sur le mal radical, Kant insiste, je l'ai déjà dit, sur le fait que le mal est situé dans la raison humaine, dans l'exercice de la raison, dans la liberté. Donc, le mal se situe dans l'exercice de la raison et non dans la sensibilité. On ne fait pas le mal parce que pour des raisons que Kant appellerait pathologiques. Ce n'est pas la sensibilité qui nous pousse à faire le mal, c'est la raison. C'est peut-être ce qui, là je suis pas complètement sûre de ce que je dis, mais c'est peut-être ce qui sépare Kant sur ce point de la théologie. Le mal, relève du rationnel et non du sensible. Si le mal était localisé dans la sensibilité, eh bien, ce serait, si vous voulez, pas de notre faute. On ne pourrait pas en répondre en personne. La sensibilité ne répond pas en personne, en tout cas pas pour Kant. Donc, le mal ne serait pas un problème
humain. Ça relèverait d'un fait, d'une catastrophe naturelle, l'excès de la sensibilité sur la raison. Donc le mal, c'est un problème, doit être localisé dans la raison et non dans la sensibilité. Je pense, quand je lis ce texte de Kant sur le mal radical, euh, à l'étranger de Camus, par exemple. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On n'est pas obligé de lire Camus, d'ailleurs. Dans l'étranger de Camus, l'étranger est un personnage qui n'a pas l'intention de faire le mal, comme Billy Budd dans la nouvelle de Melville. Et à un moment donné, il se sent submergé par par le soleil. À un moment donné, il est en Algérie, il y a un soleil énorme à midi. Ils se sont submergés enfin, sa sensibilité devient extrême et il tue quelqu'un. Donc, dans L'étranger de Camus, on tue par excès de sensibilité, mais ça, pour Kant, ce serait pas le mal, non? Le mal requiert l'exercice de la raison. Le mal, c'est le mal radical. Il revient à la rationalité humaine d'en rendre compte. Mais d'un autre côté, dans l'essai sur le mal radical, Kant se pose aussi le problème de comment peut-on intentionnellement vouloir le mal? Comment peut-on intentionnellement euh, vouloir le mal en raison? Non. Pourquoi la raison irait contre elle-même en voulant le mal? Et dans l'essai sur le mal radical, euh, Kant dit bien il faut distinguer le mal de, de la perversion, non, d'un usage simplement pervers de la raison, d'une raison qui reste simplement contre elle-même. L'usage pervers de la raison, on peut l'imputer au diable. Le diable fait le mal volontairement parce qu'il se moque de la raison. Je crois que Serge va parler du diable tout à l'heure. Mais si le mal est le fruit d'une intention diabolique, et ben de nouveau, ça relève plus d'un projet humain. De nouveau, le mal ne relève plus d'un projet humain et donc de ce dont on peut répondre en raison. Donc, ce qui est très intéressant, enfin, en tout cas, ce qui, moi, m'intéresse, et bien sûr, je n'ai pas une approche spécialiste de Kant. Ce qui, moi, m'intéresse dans mon approche non spécialiste de Kant, c'est que plus Kant s'efforce de localiser le mal dans la raison, plus Kant s'efforce de dire le mal, c'est le mal radical, le mal qui se situe dans la raison ou dans la liberté humaine, plus le mal lui échappe, moins il arrive à le localiser. Plus il voit que bon, il ne relève ni du sensible, ni du diabolique, mais du coup, on ne sait plus vraiment où il est. Et c'est peut-être ça la question du mal. C'est une question qui à la fois nous touche du dedans, nous constitue, mais à la fois nous échappe. Alors, j'espère que vous arrivez bien à suivre tout ce que je dis. Je sais que le texte est projeté. Je m'en écarte un petit peu parce que sinon, si je ne fais que lire, c'est terriblement ennuyeux. En même temps, je parle et je ne vous vois pas, donc c'est aussi un petit peu angoissant. Alors maintenant, je vais en venir aux formules de Hannah Arendt sur le mal absolu et la banalité du mal. Où il me semble que Hannah Arendt prend le contre-pied de Kant en ce qui concerne ce rapport entre le mal et la raison. Donc, dans un premier temps, il me semble que Hannah Arendt se situe à l'envers de Kant. Le mal n'est pas ce dont on répond en raison, mais ce qui détruit la raison. Mais ce que je vais essayer de suggérer très brièvement, parce que je ne voudrais pas être trop longue, c'est que si Arendt prend le contre-pied de Kant, ou propose l'envers de Kant,
elle se situe néanmoins dans un plan complètement différent, puisque le problème de Kant est moral, alors que le problème d'Arendt est politique. Donc c'est ce déplacement d'Arendt qui me semble intéressant et qui me fait penser que elle ne tombe pas dans un revers anti-kantien. En fait, elle permet de reproblématiser Kant, mais dans un autre domaine. Bon, tout ce que je dis là n'est pas dans le texte, donc euh, peut-être que ça tombe dans l'eau, tout simplement. Donc, premier aspect, il faut souligner que l'analyse du mal que propose Arendt est politique et non morale. Non Hannah Arendt se propose de penser le mal après la Seconde Guerre mondiale et à l'aune des analyses qu'elle fait du totalitarisme, donc d'un problème politique. Ce qu'Arendt appelle mal absolu, c'est la destruction politique de la capacité humaine de penser. Ce que toute l'analyse que Arendt fait du totalitarisme, c'est bien une analyse du totalitarisme, c'est bien une description d'un système qui consiste avant tout à détruire l'humain et à détruire l'humain en détruisant de l'humain sa pensée, sa liberté, sa spontanéité et aussi l'amitié. Donc, dans l'ouvrage de Arendt, Les origines du totalitarisme, Arendt part d'une première différence. Le totalitarisme, ce n'est pas la tyrannie, tandis que la tyrannie consiste à subordonner la liberté des êtres humains, tandis que la tyrannie consiste à mettre une limite à la liberté. Le totalitarisme consiste à détruire la liberté. Et donc, dans ce sens, ce qui différencie tyrannie et totalitarisme, c'est que dans le premier cas, il y a une limite. Dans le deuxième cas, il y a une destruction radicale. Une destruction radicale, c'est-à-dire une destruction de ce qui constitue l'être humain en tant que tel, liberté et raison. Donc, dans ce sens, situé sur un plan politique et non moral, on en vient à la conclusion que ce que Hannah Arendt appelle le mal absolu, c'est l'exact revers de ce que Kant appelle le mal radical. Le mal absolu, ce n'est pas un mal encore plus mauvais que le mal radical. Non, le mal absolu, c'est la destruction du mal dans sa radicalité, c'est-à-dire la destruction de ce qui enracine l'être humain dans la liberté et dans la raison. Si parler de mal radical signifie parler d'un mal localisé dans la liberté des êtres humains, alors le mal absolu consiste à déraciner les êtres humains de la liberté. Avec le mal absolu, il n'est plus possible de parler de mal radical, il n'est plus possible de penser le mal comme ce dont on pourrait et devrait être tenu pour responsable. Donc le mal absolu, c'est le silence sur la question du mal. C'est un mal qui envahit la société de silence parce qu'on n'est plus en mesure d'en répondre et très probablement on n'est plus en mesure de le voir comme mal. Et donc la question qui se pose alors, c'est est-ce que le mal devient alors une fatalité, quelque chose qui échappe complètement à la raison, à l'être humain, donc quelque chose dont on ne répond plus et dont on ne peut plus arrêter le cours. Donc ça, c'est la question qui se pose à l'aune de la description que propose Arendt du mal absolu. Alors, je vais sauter toute une partie, je le dis à Mauricio parce que il est déjà 3h moins le quart et si je lis tout le texte, peut-être qu'on va déborder sur le temps qui était au départ alloué.
Je vais sauter toute cette partie où je cherche à montrer que non, le mal n'est pas une fatalité, dans la mesure où il existe deux façons possibles de l'aborder, une façon morale et une façon politique, et que ce qu'il faut essayer de construire, c'est les conditions politiques qui rendent possible l'exercice de la raison. Donc, ce qui m'intéressait dans un premier temps, à propos de cette confrontation entre Kant et Arendt, euh, c'est que les deux semblent en arriver à une aporie. Kant, quand il veut localiser le mal, mais que finalement il le perd, et Arendt, quand elle montre que le mal est la destruction de la pensée. Mais si on prête attention au fait que Kant et Arendt se situent leurs réflexions sur des plans différents, l'un moral, l'autre politique, on peut se dire que alors ce qui devient ce qui permet de sortir le mal de la fatalité, c'est qu'il faut essayer de construire un monde politique qui nous rend capables de penser et de raisonner et donc de se rendre responsable de nos actions et du mal. Donc, ce qu'apporte Arendt, à mon avis, par rapport à Kant, c'est qu'elle nous permet de penser que certes, le mal doit être localisé dans la raison, mais la raison est fragile. La raison peut être destructible. Et c'est cette fragilité qu'il faut prendre en compte pour sortir de la fatalité du mal. Je ne sais pas si, Mauricio, tu veux traduire ce que je viens de dire ou si ça va, c'est pas... J'ai pas pris de notes, oui, donc D'accord. je cherchais ici la partie du texte, mais tu sautes pour la fin de la discussion d'Arendt. Oui? Euh, Peut-être, oui, ce que je viens de dire, en fait, c'est juste le dernier paragraphe qui est juste avant la partie qui s'appelle le mal Le mal absolu ou le absolu, le désastre. désastre. Oui. Voilà, Alors, donc donc je vais passer je fais une petite traduction, mais si on peut projeter lá, comme, oui, comme tu veux. vamos lá, como tu vê. É, quer dizer, a Isha saltou um pedaço do texto por uma questão de tempo. Eu fiquei aqui, demorei um pouquinho a achar onde que ela estava indo, mas quer dizer, acho que a questão chave, né, tinha toda uma análise do origem do totalitarismo, da figura do Eichmann, da questão da banalidade do mal, que ela saltou isso, mas quer dizer, acho que o fundamental, que está mais ou menos aqui nessa sessão final, quer dizer, é essa diferença, né, que para o Kant o mal é analisado, e toda análise do mal depende de situar ele, de localizar ele na razão e, consequentemente, analisar ele de uma forma moral, né, e a virada, digamos assim, da Hannah Arendt, que para Isha, quer dizer, ela falou disso um pouco antes, né, a Arendt é muito kantiana, mas, por outro lado, tem um momento que parece que inverte a formulação kantiana, quer dizer, toda uma relação meio ambígua aí digamos assim, da análise do mal do Kant, da maneira como ela é incorporada pela Hannah Arendt. E a inversão para ela, né, se situa nessa, digamos assim, em pensar o mal em outro plano, né, não em um plano moral, mas em um plano político, e o que significa que isso, quer dizer, que o mal já não é mais, ou melhor, que a racionalidade humana não é mais autônoma por si só, porque ela é passível de destruição, né? Quer dizer, pensar o mal em uma situação em relação à política, num plano político, significa pensar ele em condições, né, da própria destructibilidade, sei lá, da possibilidade dele ser destruído por um Estado totalitário, né? As origens do totalitarismo, pelo menos segundo o texto, dizem isso, né? Quer dizer, o totalitarismo se diferencia da tirania justamente ele não subjuga a racionalidade humana, a liberdade humana, mas ele destrói a própria capacidade de pensar, a própria possibilidade a liberdade enquanto tal, né? Então, se pensar o mal nessa maneira política, significa pensar, não situar o mal na liberdade humana, mas situar ele em relação à política, e, portanto, acho que vocês já entenderam, já estou me repetindo aqui. Ça marche, Aïcha. On peut Muito obrigada. J'espère que c'était pas une torture de traduire. Alors, je passe maintenant à Blanchot parce que sinon je vais rien dire de Blanchot et je crois que c'est quand même l'idée, c'est de parler de la philosophie française. Donc,
je ne sais pas si vous êtes tous familiers de la pensée de Blanchot et de l'écriture de Blanchot. Vous savez probablement tous que Blanchot n'est pas à proprement parler euh, un philosophe. Il l'est peut-être euh, de façon impropre. La pensée de Blanchot se situe entre littérature et philosophie et ses écrits prennent des formes diverses, narratives, fragmentaires, conversations. Moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est lorsqu'il écrit sur la littérature, lorsqu'il prend l'apparence d'un critique littéraire, qu'il nous amène à repenser des problèmes philosophiques fondamentaux comme ce que c'est la conscience, comment elle fonctionne, ce que c'est la responsabilité, quels sont ses fondements. Donc, Blanchot n'est pas à proprement parler un philosophe, mais dans ce qui le détourne de la philosophie, il fait tourner la philosophie sur elle-même et il pose des questions fondamentales à la philosophie et des questions fondamentales pour la philosophie. Alors ça, c'était un premier point pour une petite introduction à comment je perçois Blanchot dans le monde philosophique, c'est-à-dire comment je le situe, non, de même que Kant veut situer le mal, et ben moi j'essaye de situer Blanchot, et Blanchot, tout comme le mal, échappe. Alors, un autre point qu'il faut prendre en compte, c'est que le thème du mal chez Blanchot ne me paraît ni fondamental ni systématique. Blanchot, si je ne me trompe pas, parle rarement de la question du mal. Il parle d'autre chose, il parle de la loi, il parle de la folie, il parle du désir, mais il me semble qu'il parle très peu du mal. Cependant, s'il ne parle pas du mal en tant que tel, son écriture se situe dans un contexte où son écriture est exposée à la question du mal. C'est ça qui me semble intéressant quand on réfléchit au mal à partir de Blanchot. On sait que Blanchot, disons, l'œuvre de Blanchot se constitue entre les années 40 et l'après-guerre, donc pendant la guerre et après la guerre. Avant la guerre, Blanchot écrit. Il me semble que ce que Blanchot écrit avant la guerre, ce n'est pas encore l'œuvre de Blanchot. Avant la guerre, Blanchot est un journaliste virulent et plutôt bien à droite, plutôt d'extrême droite, plutôt très antipathique et très agressif. Et ce qui m'intéresse, c'est pas de dire si Blanchot est sympa ou pas sympa. Ce qui me semble très intéressant, c'est que ces différentes phases de l'écriture de Blanchot et ces différents moments où Blanchot écrit ont amené Blanchot lui-même à parler d'une différence entre ce qu'il appelle l'écriture du jour et l'écriture de la nuit, et à parler d'une conversion aussi, une conversion de l'écriture du jour à l'écriture de la nuit. L'écriture du jour étant une écriture qui se rapporte à un monde illuminé par du sens. Non, s'il y a jour, c'est qu'il y a lumière, c'est qu'il y a sens, valeur et vérité. Donc l'écriture du jour, c'est une écriture qui a une valeur dans le monde, qui prend position. L'écriture de la nuit, c'est l'écriture de ce qui relève d'un effondrement du sens, de ce qui détruit la lumière, de ce qui n'est plus possible de penser, ni en termes de clarté, ni en termes d'obscurité, parce que l'un et l'autre se comprennent mutuellement. Donc, tout ça pour dire que chez Blanchot, on ne trouve pas chez Blanchot une approximation au thème du mal en tant que tel. Cependant, le mal est ce qui constitue l'exposition de l'écriture de Blanchot. Et c'est ce qu'on peut penser à partir de cette conversion de l'écriture du jour à l'écriture de la nuit, de l'écriture qui est
une chose du monde, une chose qui a une valeur et qui apporte un sens dans un monde qui en a déjà du sens. L'écriture de la nuit, c'est l'écriture qui prend en charge la destruction du sens, la destruction de la lumière. Et c'est peut-être là que l'écriture touche au mal, non au mal comme thème, mais au mal comme ce qui détruit le sens. Donc tout ça aussi pour en revenir à ce que proposait aussi Arendt sur le mal qui n'est pas ce qui est localisé dans la raison, mais ce qui en détruit l'exercice, ce qui détruit notre capacité à penser. Donc à partir de là, je voudrais faire deux remarques préliminaires. Il faut que je me rappelle quelles étaient ces remarques. J'ai dit tout à l'heure que le thème du mal n'est pas particulièrement présent dans son œuvre. Il n'est pas présent dans son œuvre, cependant, il me semble que Blanchot parle du mal à partir d'événements qui sont ce qu'on pourrait, ce qu'il appellerait, qui relève de ce qu'il appelle le désastre. Et après, je vais revenir sur cette question du désastre. Blanchot ne parle pas spécifiquement du mal, mais par exemple, dans l'écriture du désastre, il se réfère à l'Holocauste, donc à la destruction des Juifs d'Europe, mais pas que des Juifs d'Europe. Il se réfère à une situation de destruction de la destruction, de systèmes qui mettent en place la destruction. Et il se réfère à l'Holocauste dans l'écriture du désastre en parlant d'une toute brûlure où toute l'histoire a pris feu, où le mouvement du sens a été englouti. Donc, Blanchot ne parle pas du mal, mais il se réfère à des événements qu'on pourrait associer au thème du mal. Et il se réfère à ces événements en parlant d'une toute brûlure où l'histoire a pris feu. Donc, il se réfère à ces événements par l'intermédiaire de métaphores, qui sont peut-être pas que des métaphores, qui font référence au fait que le mal, c'est ce qui advient comme la destruction du sens, de ce qui peut être éclairé, illuminé. Ici, dans l'usage que fait Blanchot de l'image du feu, on a d'abord l'idée de le feu, c'est le feu de l'esprit, comme dirait Hegel, ce qui éclaire, illumine, ce qui finit par nous donner la vérité de tout ce qui advient, le sens de tout ce qui advient. Ou bien le feu, c'est ce qui détruit l'esprit, c'est ce qui détruit ce qu'on prenait pour sens ou ce qui rendait possible le sens. Donc, Blanchot, première remarque, donc Blanchot ne parle pas du mal en tant que tel, il se réfère au mal à travers des événements comme l'Holocauste, et il se réfère au mal par cette image du feu, qui a un double sens. Seconde remarque, Blanchot, donc je l'ai dit, ne parle pas du mal en tant que tel, mais il me semble que en abordant le mal à travers des événements et à travers des événements qui ne peuvent être pensés qu'en termes de brûlure du sens, il pose directement la question de la condition de possibilité d'une représentation du mal et de la condition de possibilité d'une pensée du mal. Donc Blanchot ne parle pas du mal, mais il me semble que cette image de la brûlure de l'histoire, il me semble que cette métaphore du feu qu'il utilise parle de ce que j'évoquais au début de ma présentation, à savoir du rapport entre le mal et la pensée. Donc, si l'Holocauste, par exemple, c'est une brûlure de l'histoire, et si la brûlure de l'histoire veut dire que le sens brûle, la lumière brûle, que ce feu qui était lumière est à présent destruction de la lumière, eh bien, comment penser le mal? Il me semble qu'à travers cette image du feu, Blanchot, tout comme Arendt, dit le mal se produit
comme la brûlure de la raison, comme la brûlure de la capacité humaine à penser, et voire encore plus comme la brûlure du sens, non? Mais si le mal, c'est la brûlure du sens, alors est-ce qu'on n'est pas en train de sacraliser le mal? Est-ce qu'on n'est pas en train de l'ériger comme un Dieu impensable devant lequel on peut seulement baisser la tête et donc qui nous, comment on dit, qui nous retire toute responsabilité vis-à-vis de la question du mal. Donc ça, c'est un problème que j'aimerais adresser à Blanchot. En, en parlant non pas du mal, mais du désastre, c'est-à-dire d'une brûlure du sens, d'une brûlure d'une brûlure de la lumière, d'un feu qui se consume lui-même. Est-ce que Blanchot nous met vraiment face au mal dans sa dimension euh, absolue, ou est-ce qu'il n'est pas en train de nous rendre irresponsables du mal au sens où il est en train de le sacraliser, de le poser comme un Dieu intouchable, un Dieu intouchable et donc un Dieu qui n'a plus aucun rapport à l'humain dans sa finitude et dont on n'est plus en devoir de répondre. Donc vous voyez, je suis toujours dans cette question kantienne de pour penser le mal, il faut en répondre. Le mal détruit ce qui fait de nous des êtres répondants. Et Blanchot maintenant nous met devant cette destruction par cette image du feu. Non. Alors, euh, alors pour finir, parce que ça fait un petit peu trop longtemps que je suis en train de parler, je vais proposer trois hypothèses de lecture de ce livre de Blanchot, L'écriture du désastre. Euh, Tout d'abord, la notion même de désastre. Je suis un peu perdue parce que ChatGPT a voulu lui traduire désastre par catastrophe et justement le désastre n'est pas la catastrophe. Donc ChatGPT là, il a mal fait son boulot. Euh, alors, ce qui est très intéressant, donc je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec l'écriture du désastre, c'est un livre qui est constitué de fragments qui ont des longueurs différentes, qui, dès la première page, interdit parce on est dans un univers grammatical qui se ruine au sens où Blanchot expose un thème dans son impossibilité. Et donc, dès la première page de l'écriture du désastre, on lit le désastre ruine tout en laissant tout en état. Le désastre n'atteint pas ceci ou cela. Je ne suis pas sous sa menace. Donc, ce qu'entend Blanchot par désastre, c'est quelque chose qui est radical au sens où il touche à un ensemble, une totalité. Le désastre n'est pas quelque chose de partiel, ce n'est pas un petit problème, ce n'est pas un petit changement, ce n'est pas une petite ruine, ce n'est pas un ensemble d'un tout qui est affecté de destruction, mais c'est la totalité qui est affectée de destruction. Mais si la totalité est affectée de destruction, alors ça ne se produit pas comme un objet dont je suis le sujet. Donc, le désastre laisse tout en l'état. Et finalement, je ne suis pas sous sa menace. Donc, dès la première page de l'écriture du désastre, on se trouve devant une sorte de paradoxe ou de quelque chose qui se présente comme son propre envers. Le désastre est à la fois radical, mais laisse tout intact, en vertu de sa radicalité même. Non. Donc, c'est comme si le désastre produisait l'innocence dans laquelle on se trouve pour le penser, en vertu de sa radicalité même. Autre point que je voudrais souligner à propos de l'écriture du désastre, c'est le titre du livre. Le titre, L'écriture du désastre, un livre donc d'un auteur français, c'est un titre qui joue, comme
comme tout bon français de la deuxième moitié du siècle passé, c'est un titre qui joue sur le double sens du génitif. C'est l'écriture du désastre, c'est l'écriture qui a pour objet le désastre, ou on pourrait dire que dans le désastre ici pourrait être un équivalent du mal, c'est l'écriture qui a pour objet le mal, mais c'est aussi, on peut aussi le lire dans son sens de subjectif, de génitif subjectif. C'est l'écriture qui a pour sujet le désastre. Soit l'écriture a pour objet le désastre et on va parler du désastre, soit on va laisser parler le désastre, soit on va exposer l'écriture au désastre, soit le désastre, c'est-à-dire ce qui ruine tout, ce qui emporte tout sous son feu, devient le sujet de l'écriture. Et alors, si le désastre devient le sujet de l'écriture, eh bien, on n'est plus dans un contexte où le mal est quelque chose d'impensable, quelque chose qui est extérieur à nous, quelque chose qui est sacralisé. On est à l'inverse dans un contexte où il faut s'exposer à ce qui détruit la pensée, et s'exposer à ce qui détruit la pensée, c'est écrire la totalité désastrée, la totalité dans ce qui la consomme, ce qui empêche de la décrire en termes de sens et de vérité. Si on suit ces trois points, non, le désastre, le problème du désastre, c'est qu'il détruit tout mais laisse tout indemne. C'est que le problème du désastre, c'est qu'il est tellement radical qu'il est impensable et donc il n'a plus aucun rapport à nous. Second point, le désastre est à la fois objet et sujet. Troisième point, le désastre en tant que sujet, c'est une écriture qui s'expose à la destruction. Eh bien, on n'est plus dans un contexte où le mal, c'est ce qui est extérieur à nous parce que sacralisé, mais le mal devient ce dont on doit répondre en tant qu'il détruit la pensée. Donc, pour finir, parce que là, ça fait quand même un moment que je parle, je vais faire une petite synthèse de tout ce que j'ai dit sur Kant, Arendt et Blanchot. Avec Kant, on est confronté au problème de localiser le mal dans l'usage de la raison. Et dès que Kant s'y essaye, il perd ce point de localisation. Il se trouve face à un problème. Avec Arendt, on se trouve dans une situation où le mal, c'est la destruction de la raison. Donc, on semble être dans l'envers du paysage kantien, si vous voulez. Toutefois, ce que nous permet de penser Arendt, c'est que la raison est fragile, c'est que la raison n'est pas quelque chose dont on dispose naturellement, mais quelque chose qui relève d'une construction politique. Et donc, on peut agir sur le mal, même si le mal, c'est la destruction de la raison. On peut agir sur le mal si on se pose des questions politiques de ce qui rend possible l'usage de la raison, et ce que Kant appelle le jugement. Et troisième point, avec Blanchot, le mal n'est même plus nommé le mal, mais désastre, parce que c'est la destruction de la raison et du sens, et une destruction de la raison et du sens qui pourrait nous abandonner au mal comme à une fatalité, et donc nous rendre de nouveau innocents du mal. Mais chez Blanchot, cette destruction, c'est bien le défi majeur de l'écriture, à savoir d'une écriture qui doit maintenant s'exposer à cette destruction et rendre compte de ce feu qui consomme le feu de la raison. Donc, pour conclure, je dirais, d'une part, que le mal n'est pas une fatalité, mais c'est toute la difficulté de la pensée. C'est pas une partie de la pensée, c'est toute la difficulté de la pensée, et c'est peut-être aussi toute la question de l'écriture chez Blanchot. Maurice va me tuer car je n'ai pas exactement lu mes notes, mais j'ai dit la même chose qu'il y a dans les notes.
Merci, J'ai fini. Aïcha. Oui, j'étais un peu perdu aussi ici, um peu como ChatGPT, por trouver a partir do texto. E eu peço desculpas, também teve uma hora que eu acho que eu me perdi muito. Pelo menos uma hora que eu notei que eu me perdi, né? Pode ser que tenha tido outras, assim. Eu tava esperando alguma referência ali e tal, que não veio e tal. Merci Aïcha, m'excusais ici parce que c'était un peu difficile de trouver, mais je pense que ça marchait. Et donc, je pense qu'on peut avoir maintenant des questions, si quelqu'un a des questions. Alguém tem... acho que eu prefiro... Bom, eu estou aqui entre duas línguas, desculpa. Assim, eu sempre prefiro abrir primeiro, né? Acho que agora, como a gente tinha acabado de decidir, a Aïcha fala primeiro, e aí a gente tem uma discussão em torno disso, para depois passar a fala do Sérgio. Então, enfim, eu acho que a gente está na posição de... Eu já estou numa posição bem tríplice, né? De tradutor, assim, tomando nota, passando o texto. E eu prefiro também começar, pelo menos, por abrir a palavra. Se alguém tiver alguma colocação, alguma questão. Se não... Então, tu as des questions? Oui. Je pense que non. Voilà. Alors, Aïcha, Aïcha, tu écoutes tu entends, Aïcha? Non, j'entends pas. Alors, peut-être ici, Ouais. peut-être ici. Elle n'entend pas, mais elle répond quand même qu'elle n'entend pas. Leïla, tu m'entends mieux? J'entends mieux. Vous êtes même moqué de moi. Alors là, je vais te parler, mais maintenant je regarde le public. Ça fait des situations étranges. Voilà. Alors merci Aïcha, hein. Merci beaucoup. C'était comme souvent quand tu parles très, très clair. Tu as un art comme ça de la synthèse, de la pédagogie aussi, et c'est très agréable, indépendamment du contenu évidemment de tout ce que tu as pu nous dire. Et moi, j'ai pas vraiment des questions, si tu veux, alors, surtout pas des objections, mais quelques remarques. Voilà, quelques remarques. Hein. Déjà une qui concerne le début de ton exposé, voire le tout début. Quand tu lances, sans y revenir, la question de l'innocence. Hein, ça fait presque partie des premiers mots de ton exposé, mais si ma mémoire est bonne, tu n'es pas revenu sur le mot d'innocence. Hein. Tu as ouvert, voilà, tu as ouvert ton propos et aussitôt après, tu as passé à autre chose. Mais cette autre chose, ces autres choses, évidemment, on l'a entendu, évoquent avec le concept d'innocence. Hein. C'est pas parce que tu n'as plus prononcé le mot d'innocence que l'innocence a disparu. On est d'accord. Mais quand même, voilà, la question de l'innocence comme un problème difficile, c'est vrai, et tu as beaucoup travaillé là-dessus, hein, donc c'est pas je sais ton souci et tes compétences et tes réflexions sur cette question, mais néanmoins, tu as très vite, et c'est la question voilà, que je vais poser, tu as très vite dérivé philosophiquement, parce que la question de l'innocence, c'est un problème pour les philosophes, hein, tu sais bien, il y a une résistance où il y a une espèce de consensus un peu naïf sur l'état d'innocence perdu, puis éventuellement retrouvé par certains. Donc, ce n'est pas vraiment un concept philosophique, l'innocence, hein, au sens ça du répertoire qu'on apprend à l'université. Voilà. Et toi, tu prends ce concept et très vite, tu nous amènes finalement, et c'est là la question, tu nous amènes plutôt vers cette autre question, cet autre questionnement très philosophique qui consiste à savoir, depuis Platon, Aristote et jusqu'à Kant au moins, si en fait on peut commettre le mal volontairement. C'est un petit peu ça, moi je t'ai lu comme ça, tu vois. C'est une vieille question. C'est Aristote dans l'Éthique à Nicomaque qui commente Platon sur peut-on ou non commettre le mal volontairement. Et c'est la question de la rationalité, parce que la volonté est rationnelle. Il n'y a pas de volonté irrationnelle. Hein. Dire volontairement, c'est dire de façon rationnelle. Hein. Et puis, Platon, Aristote discutent. Non, on ne peut pas. On ne peut pas faire le mal volontairement.
Si on fait le mal, on peut faire le mal, mais ça sera toujours involontairement. On n'a pas fait exprès, on ne savait pas qu'on faisait le mal, etc. Alors ma question, c'est de savoir si qu'est-ce qui distingue cette vieille idée philosophique de Platon à Kant, disons, hein, pour dire vite, et peut-être au-delà, on ne peut pas commettre le mal volontairement. Et la question de l'innocence que tu lances au début, dans une hypothèse comme ça, qu'on peut commettre le mal en toute innocence. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ces deux énoncés? En quoi sont-ils différents? En quoi n'ont-ils rien à voir? Ou au contraire, c'est juste une question de termes? Voilà, j'ai parlé un peu longtemps. Bon, je traduis. Ouais. Ah bah oui. Je vais traduire, Aisha. Bom, então, primeiro, quer dizer, o professor Sérgio começa agradecendo, né, agradecendo a fala, né, comenta uma certa forma pedagógica, didática, da Aisha colocar as questões, né, desenvolver a discussão toda. Ele não tem exatamente uma questão, né, ou questões, mas uma remarca, né, um apontamento, talvez, uma provocação, não sei como traduzir muito bem, né, que pega primeiro, né, na abertura da fala, né, logo ali no início, a Aisha passa por uma questão da inocência, né, uma das primeiras palavras da exposição, mas isso não volta, né, não volta, pelo menos nomeadamente, né, na exposição posterior, né, ela vai falando do mal, etc. e tal, ela abre com isso, não retoma isso, né, passa rapidamente a outras coisas, e o que não significa também que a inocência, de alguma forma, mesmo não sendo nomeada, em seguida ela não volte, né, nas outras questões que são elaboradas, que são discutidas, né, ela permanece de alguma forma ali no fundo. E aí, bom, ainda assim, quer dizer, isso coloca uma certa questão, né, um conjunto de questões, e porque a inocência, segundo Sérgio, ela não é exatamente ela coloca um problema para a filosofia, para os filósofos em geral, não é há uma questão, quer dizer, não é exatamente um conceito filosófico, né, é uma espécie de consenso ingênuo em torno dessa ideia de inocência, né, acho que meio paradisíaca, né, uma inocência perdida, um estado de inocência primeiro que teria sido perdido, etc. e tal. Isso não é bem problematizado filosoficamente, até onde eu entendi. E isso, né, e rapidamente, a Aisha, deixando essa palavra de alguma forma ressoar, passa a outras questões, e no caso essa é uma questão radicalmente filosófica, né, intrinsecamente filosófica, que tem uma tradição, né, que, como a Aisha falou, ela vai ler isso no Kant, né, que é a questão se a gente pode fazer o mal voluntariamente, né, mas que tem uma tradição lá desde Platão, desde Aristóteles, e o Aristóteles comentando um texto do Platão no Ética Nicômaco, né, colocando essa questão se nós podemos fazer o mal, se a humanidade faz o mal voluntariamente, e voluntariamente significa racionalmente. Né, se fazer voluntariamente significa, de alguma forma, se o mal se situa na razão humana, se é possível fazer o mal voluntariamente e racionalmente. E os dois, o Platão e o Aristóteles, dizem que não. Né, se a gente comete o mal, se é possível cometer o mal, é sempre não voluntariamente. Né, portanto, não em pleno uso da razão, alguma coisa assim. E aí a questão, salvo engano, é como que seria... Serge, je peux répondre. La question était les deux énoncés, la différence ou non, ou pas la différence? C'est ça. Est-ce que ces deux énoncés, hein, donc le premier, celui de Aisha, on peut commettre le mal en toute innocence, comment rapporter cet énoncé, cette hypothèse, l'hypothèse d'Aisha, avec cette vieille tradition qui dit qu'on ne peut pas commettre le mal volontairement? Est-ce que c'est la même chose? Voilà. Bom, então aí a questão pega, né, em torno desses dois enunciados, né, um que está na fala da Aisha, que, eu perdi de novo o enunciado, a gente... On peut commettre le mal en toute innocence. Involontairement. Donc, c'est pas la même chose. Oui, t'as raison. Oui, c'est ça la question. Vamos lá. Então, são dois enunciados, né, e bem, né, problema de tradução. Que a gente pode, o enunciado que aparece no início da fala da Aisha, né, se a gente pode cometer o mal em toda inocência, de forma inocente, né, difícil traduzir, en toute innocence, né, assim, e o outro enunciado é dessa tradição filosófica, né, que diz desde Kant, desde Platão, Aristóteles, indo até o Kant, que a gente não pode cometer o mal voluntariamente, né, racionalmente e tal. Aisha, c'est à vous.
Alors, merci beaucoup parce que c'est vraiment la question, je pense que c'est la question de fond de ce que j'ai voulu présenter. Je suis partie de la question de l'innocence un petit peu pour m'excuser de ne pas être une spécialiste de Kant et de la question du mal et pour dire comment j'en étais arrivée, comment j'en étais venue à penser le mal, à voir dans le mal un problème. À la fin de mon exposé, je suis quand même revenue sur la question de l'innocence. C'est pas dans le texte, parce que si je lis un texte, je me dis que c'est terriblement ennuyeux. Donc, j'ai essayé de dire oralement ce qui était exposé dans le texte. Donc, à la fin, quand j'ai commencé à parler de Blanchot et de ce fragment où il parle de l'Holocauste en disant que c'est une toute brûlure de l'histoire. J'ai dit, mais alors si l'Holocauste, c'est ça, une toute brûlure de l'histoire, c'est quelque chose qui devient sacralisé, qu'on érige comme c'est l'innommable, quelque chose euh, qui est impensable, et du coup, ça n'a plus rien à voir avec nous, et du coup, on en devient innocent. Non? Donc, du coup, Blanchot nous met devant l'Holocauste comme étant le mal du mal, mais c'est tellement mal, c'est tellement le mal du mal que ça devient impensable, et du coup, il nous laisse non seulement dans l'incapacité d'en répondre, mais dans l'insouciance. Ça se produit en dehors de nous, malgré nous, et on devient innocent du mal. Et je pense que c'est toute la question. On peut commettre le mal en toute innocence, et le mal est tellement mal qu'il détruit la pensée, il détruit le sens. Donc, on n'en a plus rien à faire, on est dans l'indifférence du mal. Et si on s'en tient là, eh ben, c'est un vrai problème. Parce que la question, c'est plus est-ce qu'on peut commettre le mal volontairement, c'est que le mal détruit la volonté et la raison, et il le détruit à un tel point que c'est plus un problème pour nous. Donc tout le projet kantien de localiser le mal dans la raison s'effondre parce que le mal se produit comme la destruction de la raison, et donc on est des innocents qui non seulement ne font pas le mal volontairement, ne font pas le mal en conscience, mais pour qui le mal n'est même pas un problème. Et on pourrait s'en tenir là en lisant Blanchot. On pourrait se dire que l'écriture du désastre, c'est ça, c'est le désastre du sens, c'est un désastre qui est l'innommable, qui est, comme il dit, étranger au sens. Et d'ailleurs, ce n'est même plus le mal, parce que le désastre détruit la morale, et donc le bien et le mal. Et donc, le mal du mal, disons, c'est qu'on a même plus, on peut même plus le nommer mal, parce que pour pouvoir parler du mal, il faut quand même qu'il y ait un cadre moral. On pourrait donc s'en tenir à cette première lecture de Blanchot. Or, l'écriture du désastre, c'est l'exposition de ce mal du mal, c'est l'exposition de ce qui détruit la pensée, le sens et ce cadre moral. Et dans ce sens, on pourrait dire aussi que si le mal nous laisse dans une certaine innocence, en vertu de sa structure, disons, eh ben, l'écriture du désastre, c'est l'exposition de cette innocence qui nous rend seulement capables de penser le mal. Donc, pour penser le mal, il faut plus se concevoir seulement comme un être de raison, il faut se concevoir comme un être dont la raison est destructible, comme une destructibilité qui nous rend innocents, mais alors il faut répondre de cette innocence, exposer cette toute brûlure de l'histoire, et c'est ça, penser le mal. Donc c'est toujours compliqué, l'innocence, c'est jamais ce moment sympa dans le paradis où on mange des fruits et on est tout nu et on se voit même pas. C'est une vraie tâche pour la pensée. Merci Aïcha. Bon, j'essaie de traduire. Tu es Mauricio. Je préfère toujours vous laisser parler, donc après je me viro nos 30 aqui. Vamos lá.
Bom, essa era um pouco, primeiro, acho que essa era um pouco a questão de fundo, né? Ela começa dizendo isso, agradece a questão colocada pelo Sérgio, porque era um pouco a questão do fundo que estava ali, de alguma forma, não estava no texto, né? Mas teve toda essa coisa também dela não necessariamente ler o texto, por achar que isso, né, tornaria a coisa meio maçante, meio cansativa, né? E preferir fazer uma fala. Eram, na verdade, mais notas para uma exposição oral. E aí, bom, porque a questão é que a inocência retornaria, né, de alguma forma, pelo menos era essa um pouco o que ela visava, quando ela falava do Holocausto, da Shoah, do Blanchot, né, quando chega no momento de falar do Blanchot, da escrita do desastre, né, que coloca lá o Holocausto como o total incêndio, né, como está na tradução, que eu tentei pegar a tradução que existia. E que aí o risco, né, de pensar a Shoah como esse total incêndio, como essa tout brûlure, que se ele se torna, quer dizer, esse total incêndio que o espírito todo incendeia, né, o espírito da história, etc. e tal, se isso não é uma forma se não acaba sacralizando, né, o mal, né, esse mal absoluto, né, eu ia falar radical, esse mal absoluto, se a absolutização desse mal, tornando ele meio inominável, inomeável, não sacraliza de alguma forma esse mal, e isso, né, o efeito disso seria que, né, tornando o mal uma coisa absolutamente exterior à racionalidade, à possibilidade de nomeação, à possibilidade de pensar, na verdade, ele não teria nada a ver com a gente, né? Ele não nos diria respeito, né? O mal acho que não nos diria respeito de forma nenhuma, e isso a gente, né, consequentemente, a gente retornaria a uma espécie de inocência, né? Assim, a gente voltaria a ser inocente, não necessariamente por não cometer o mal, né, mas porque o mal não nos diz respeito, de alguma forma é tão estrangeiro que né, uma espécie de outra inocência, que, como ela diz no final, agora eu já estou me invertendo aqui, né, não é necessariamente a inocência do paraíso, né, essa inocência de um paraíso perdido de alguma forma. Perdi qualquer coisa. Tá. E aí, bom, para escapar a esse impasse, né, assim, o que ela vai propor de alguma forma é que a escritura do desastre não é, na verdade, a sacralização do mal, certo? Não é essa alternativa que sacralizaria o mal, que tornaria a gente inocente de uma outra forma, mas é uma exposição desse próprio mal, certo? Uma exposição que toda essa maneira de se referir como total incêndio, né, de impossibilidade de nomear, etc. e tal, quer dizer, o esforço da escrita do mal seria esse de expor, né, de alguma forma, e expondo o mal, nos tornar justamente capazes de pensá-lo, né, pensá-lo de alguma forma. Acho que mais ou menos isso. Je pense que c'est un peu ça que c'est ça que j'ai compris. Donc, tu veux parler encore, non? Non, je souffre de te torturer avec mes... Non, c'est pas comme ça, oui. C'est pas une torture, oui. C'est pas le mal absolu, radical. Serge, tu veux... Oui, pour moi. Ça sature un peu le temps, hein, Aïcha, mais voilà. Mais ça sera plus bref, en tout cas, de mon côté. Tu évoques à propos de Kant et du mal radical, et là j'entends bien une distinction sur le mal radical et un phénomène naturel. Tu tiens beaucoup à dire oui, c'est pas un fait. Le mal radical ne relève pas des faits, des phénomènes naturels. C'est quelque chose qui, c'est pour ça qu'on dit que c'est moral. Ça appartient à l'action, à la liberté, à la rationalité. Donc c'est pas un phénomène naturel. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'il faudrait comparer, à mettre au même niveau, effectivement, qu'un tremblement de terre, etc. Alors là, je suis évidemment d'accord, oui. Mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'on peut si vite régler la question du naturel, tu vois, comme s'il n'y avait dans naturel qu'une seule chose, c'est les faits, c'est les tremblements de terre et les inondations, et puis voilà. Quand même, cette idée d'un mal radical, que Kant, c'est vrai, je ne dis pas qu'il a inventé, mais enfin, il est un bon représentant de cette pensée morale. Il l'évoque même, je crois, dans ce texte, cette vieille idée biblique que finalement,
voilà, Dieu, et là on rejoint l'innocence, tout ça, en créant l'homme et la femme, il a créé un être qui comporte par nature, sans que Dieu lui-même le souhaite, un mal au fond de lui. Hein. C'est dans Genèse 5, je ne sais plus tout à fait, où il dit, et il regrette beaucoup, Dieu regrette beaucoup, il dit « Je me repens, car je vois qu'au fond du cœur de l'homme, désormais, règne le mal, un mal qu'on on peut pas ôter, il dit. Hein, je ne sais plus le mot exactement, mais il dit je vois qu'au fond du cœur de l'homme que j'ai créé règne le mal. Et tout ce que je peux faire, c'est le déluge pour le purifier. Et ça va créer le déluge, l'arche de Noé, enfin, etc. Donc ce mal radical, hein, déjà à la racine du cœur, le mot en hébreu c'est le cœur, et le cœur c'est vraiment le fond du fond, hein, de l'homme. Eh bien, il y a déjà là le mal. C'est la nature. C'est peut-être pas un phénomène naturel, d'accord, mais c'est la nature comme condition. Ça lui appartient par nature. Alors, c'est un problème, hein, c'est un problème, voilà, peut-être de notre judéo-christianisme, mais peut-être que chez les Grecs, il n'y aurait pas cette idée. Mais néanmoins, Kant, il hérite de toute cette tradition qui inscrit le mal dans la nature de l'homme, dans la nature de l'homme. Alors peut-être pas dans la nature des phénomènes physiques, mais néanmoins dans la nature quand même, tu vois. Voilà. Alors juste pour que tu précises cette volonté de distinguer le mal radical de la nature. Voilà, c'est tout. Naturel, disons, pas de la nature. Oui, naturel. mais je pense que c'est... Il va traduire. Ah oui. Il y a toujours un peu de suspense, oui, il faut attendre la réponse. Bom, então, Sérgio coloca mais uma questão, quer dizer, primeiro em relação ao que ela coloca ali, aquela distinção no Kant, quando o Kant está falando do mal radical, né, que passa por uma questão de situar o mal na moral, né, e nos atos, digamos assim, nos atos humanos, e de distrair ele, de alguma forma, da natureza, digamos assim. Né? O mal não é um fenômeno natural. Né? Não é um fenômeno natural por si só, como um terremoto, como alguma coisa... O exemplo que ela dá é um terremoto, né? Um evento, digamos assim, desastroso, entre aspas, não no sentido específico aqui, mas que não é... E aí, enfim, todo esse deslocamento que o Kant vai pensar o mal justamente dentro da ação humana e não dentro dessa ação da natureza, digamos assim, esses eventos naturais, fatos e não atos, certo? Mas aí o Sérgio propõe, né, uma espécie de recuo, né, que acha que não necessariamente é tão fácil regrar, né, o natural de maneira tão rápida, né, porque há o Kant, nesse trecho, inclusive, recupera de alguma forma uma discussão bíblica, né, um trecho da Bíblia, do Gênesis, né, que por conta da criação do homem e da mulher, né, você teria o momento do arrependimento de Deus, no momento que ele vislumbra, né, que nessa criação do homem e da mulher há um mal enraizado de alguma forma no coração né, os homens que ele criou têm um mal no seu próprio coração, na sua própria intimidade, né, e tal, e que, portanto, quer dizer, aí a questão na natureza humana, portanto, não na natureza no sentido do terremoto, no sentido desse evento natural nesse sentido, mas de alguma forma está enraizado na natureza humana, né, no coração humano, o mal está colocado de alguma forma, né, e isso na Bíblia vai gerar um arrependimento de Deus por ter criado a humanidade e o dilúvio, né, o dilúvio vai vir como uma forma de tentar remediar isso, né, quer dizer, então, quer dizer, isso é um problema talvez da nossa herança judaico-cristã, né, que situa o mal na natureza humana, no coração humano, que lá no hebraico, no aramaico, né, o coração significa a intimidade a intimidade, né, a intimidade mais íntima, digamos assim, e que talvez esse é um problema da tradição judaico-cristã, não necessariamente seria exatamente assim nas sociedades greco-romanas, por exemplo, mas de alguma forma o Kant herda também essa questão, né, essa maneira de situar o mal no coração humano. Certo? Aïcha? Merci. Merci beaucoup, Mauricio, Serge. C'est vraiment une question importante et que je me suis posée en écrivant, enfin, ce
En réfléchissant sur Kant, parce que d'abord, Kant distingue ce qui est de l'ordre, ce qui serait un fait de la nature, de ce qui serait une action. Non? Si je fais le mal, c'est une action. Si un édifice s'effondre, c'est un fait. Mais si le mal, c'est aussi la destruction de la raison, si on pense à ce que Hannah Arendt décrit comme mal absolu, et ben le mal revient de nouveau à être un fait. C'est plus le fruit d'une action. Et ça s'impose comme un fait. Et on a l'impression, en lisant Arendt, en tout cas en lisant Arendt, à l'aune de ses premiers écrits, enfin à l'aune de cette idée kantienne de mal radical, on a l'impression que le mal n'est pas une action, mais que c'est un fait, et que c'est ça qui en fait un mal. C'est le fait que ça ne peut pas être une action. Ou en tout cas qu'il y a un moment où ça ne peut pas être une action, ça s'impose comme un fait. Donc dans les notes que Mauricio a traduites, il y avait cette question. Est-ce qu'alors, cette distinction qu'établit Kant entre l'action et le fait, entre la raison et la nature, est-ce que ça s'effondre pas? Pas pour des questions de déconstruction, mais parce que le mal se expose cette limite de la raison et du coup s'impose comme un fait. Ça, d'un côté. D'un autre côté, il faudrait se demander s'il y a une raison, si on réfléchit, si on n'est pas seulement dans les faits, mais qu'on est à certains moments euh, face aux faits pour les penser, est-ce que c'est pas parce que quelque chose fait mal? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a des catastrophes? Si tout allait toujours bien, si on était dans le paradis où on a toujours des fruits et où aucun déluge, je sais pas, aucune pluie ne détruisait l'environnement, ou si tout allait bien, s'il n'y avait pas de catastrophe naturelle, est-ce qu'on penserait? Donc, il ne faut pas quand même penser la genèse de la raison à partir du fait que dans la nature, tout ne va pas toujours bien. Donc, deuxième point. Et troisième point, et ben oui, il y a la question que la raison, c'est une nature. Et là, je pense qu'il faudrait euh, chercher un petit peu plus chez Kant s'il n'y a pas nature et nature. À un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je m'attaque au sujet, mais je ne l'ai pas fait pour ce travail-là parce que c'était quand même beaucoup. Voilà, donc c'est à suivre. Cette fois, je n'ai pas compris, Aïcha. Le travail est en train de se faire. Oui, voilà, la question est réelle. La raison, c'est notre nature. C'est une nature. Après, il faut bien lire chez Kant comment s'articulent les différentes natures, mais c'est pas quelque chose que je vais développer tout de suite parce que c'est pas quelque chose que j'ai travaillé. Euh, mais c'est un travail à faire. Merci. Então, deixa eu achar minhas notas aqui. Bom, respondendo então de alguma forma, bom, essa discussão entre essa distinção entre natureza e ação, até onde ela na verdade uma referência ao Kant, né? O Kant que faz essa distinção para situar justamente a reflexão sobre o mal na moral, na ação humana, na liberdade humana, né? Ele distingue por exemplo, né, se há mal na queda de um edifício, por exemplo, ou no terremoto, como ela deu exemplo mais cedo. Mas, por outro lado, né, como tinha, de alguma forma, nas notas, né, nas notas que estavam traduzidas, havia essa parte toda que se colocava, de alguma forma, né, a reflexão ia para a discussão em cima da Hannah Arendt, né, e aí o problema era, né, acho que mais ou menos como... a questão era que, na Hannah Arendt, pelo menos, o mal, né, seria a possibilidade de destruição da razão.
né? E se o mal destrói, né, o mal absoluto, se ele é a possibilidade de destruição da razão, a razão se tornaria de novo um fato, né, um ato, digamos assim, não um ato, não deixa de sair de alguma forma do âmbito da ação humana e se impõe como um fato, né? E esse é o primeiro ponto, se eu entendi bem. O segundo ponto, Aïcha, pardon. La deuxième réponse, je pense que j'ai perdu quelque chose. Tu te rappelles, non? Oui, alors la première, c'était que si on prête attention à ce passage du mal radical au mal absolu, dans le mal radical, le mal, c'est action et non fait, mais dans le mal absolu, le mal s'impose comme un fait et revient de nouveau à être une sorte de fait de nature. Et le deuxième point, c'était qu'il faudrait quand même se demander ce qui rend possible la raison. Quelle est la genèse de la raison? Et si c'est pas, par exemple, le fait qu'il y ait des catastrophes naturelles qui nous constituent comme un être de raison, c'est-à-dire qui nous obligent à penser, tout simplement. Et donc, s'il n'y a pas un lien, enfin, entre le mal dans la nature et le mal dans la raison. Merci, pardon. A segunda ensaio de resposta, tentativa de resposta, passava por essa, né, seria preciso pensar a gênese da razão, né, uma espécie de origem da razão, se a própria razão humana não se deve, na verdade, à possibilidade de catástrofes naturais, né, a existência de catástrofes naturais que nos forçam, de alguma forma, a pensar, certo? E por último, né, a terceira razão que ela falou na resposta original, né, é que, de qualquer forma, quer dizer, não se havia, de alguma forma, quer dizer, essa questão ela se coloca, ela se mantém, né, ela não se esgota, né, entre outras coisas, porque, como a Aïcha colocou no início da fala, ela não é uma especialista em Kant, né, e acho que haveria uma questão para pensar como se articulam essas duas naturezas, certo? Essa natureza, sei lá, a natureza natural, digamos assim, e a natureza no sentido de algo que faz parte da natureza humana, de alguma forma, né? Se o Kant não há um problema na articulação dessas duas coisas no próprio Kant, mas que é um trabalho em curso, né? E, portanto, e não necessariamente, né, como não é alguém que está trabalhando sempre, constantemente com Kant, não é especialista nisso, não necessariamente, é uma questão que se coloca e não necessariamente vai ser respondida. Ada questão ou não? Questões? Posso fazer uma... diga. Acho melhor... Fala, bom, o que você preferir. Mas Aïcha, eu acho que ela não vai ouvir aí. Eu acho que tem que ser esse microfone aqui. A gente consegue mandar esse microfone lá? Isso, na verdade, o som vai... Não, mas você consegue tirar ele daqui e entregar para... você está perto do computador. Tá. Então, você vai falar em português, eu traduzo, então... Tanto faz. Vai lá, então, eu traduzo. Il y a une question, Aïcha. La question va se poser en portugais. Tu ne peux pas entendre la question, peut-être, parce qu'il y a un problème de micro. Et après, je vais traduire la question en français. Donc, tu vas écouter ça. On attend. Então, o que eu queria perguntar é qual o significado desse humano que a Hannah Arendt fala, né, como a Aïcha disse, a Hannah Arendt argumenta que o mal pressupõe a destruição do humano. E, nesse sentido, o que seria esse humano? Porque, se eu compreendi bem, esse humano que ela traz aqui tem uma definição um pouco humanista, no sentido de é a liberdade do ser humano, a dignidade, como se fosse um humano universal. Então, e se a gente olha para essa definição de humano como esse humano do humanismo universal, será que a gente também não pode dizer que ele advém também de uma razão e de um sistema filosófico que de uma certa forma também leva a esses sistemas totalitários que vão destruir esse próprio humano? E aí, como, né, isso se torna político e moral nesse sentido? Mais ou menos isso. Obrigado.
Je vais traduire. Donc, la question qui a posée, je ne sais pas le nom, ça prend... pardon. Marianne, c'est que Marianne a posé. Merci, Marianne. Et la question pose sur mon Dieu, le sens de l'humain. On parle, Arendt parle de l'humain, de l'humanité, et oui, et parle aussi de ce mal qui présuppose, qui rend possible la destruction de l'humain, oui, de l'être humain, de l'humanité. Et aussi cette humanité qui peut être détruite par le totalitarisme, tout ça, c'est dans un sens humaniste peut-être. Oui, c'est quoi cet humain? Ça veut dire un humain de l'humanisme avec la dignité, des libertés, oui, et aussi une prétention universelle, oui, l'humain au sens de l'universalité. Et si c'est le cas, si cet humain qui peut être détruit par le mal absolu, si ça veut dire, ça a relation avec cette idée humaniste de l'humain, si ça a aussi si ça a un rapport avec cette pensée humaniste, si ça n'a un autre rapport aussi entre cette raison, cette rationalité humaniste et des systèmes philosophiques qui rendent possible le totalitarisme il-même. Oui, en tant que tel. Comment donc penser en sens politique cet humain et cette idée? Un peu comme ça. Merci. Merci beaucoup pour la question, qui est très intéressante, et merci Mauricio pour tout ce travail de traduction, parce que c'est vraiment pas facile de faire ça. Alors, c'est vraiment une question que je trouve très importante. Ça me rappelle une phrase de Lévinas que j'aime beaucoup, qui se trouve dans Autrement qu'être, qui dit, je la dis seulement de mémoire, l'humain ne peut être dépassé parce qu'il n'a pas encore commencé. Donc, cette phrase, je l'aime beaucoup parce qu'on pense souvent que Lévinas est un humaniste et qu'en plus, il aime l'autre homme et autrui, comme si autrui, c'était quelqu'un et pas le problème de la phénoménalité. Donc, c'est une phrase qui cherche à aller au-delà de l'opposition entre humanisme et anti-humanisme. Et aussi qui nous permet de penser, de se déplacer par rapport à toute la critique anthropocentrique qui reste anthropocentrée, en tout cas qui reste anthropotechnique, si vous voulez. Alors, je pense que ce qui est intéressant quand on pense à Arendt, c'est que l'humain qui peut être détruit, c'est l'humain de la fragilité de la raison. C'est pas l'humain assuré dans sa raison, dans ses facultés, dans sa morale. C'est au contraire l'humain qui ne peut penser que dans la mesure où la raison, c'est fragile. Et donc, comment dépasser ce qui a à peine lieu, c'est-à-dire la fragilité de l'humain? Et qu'est-ce que c'est le totalitarisme ou les nouvelles formes de totalitarisme? Il n'y en a pas qu'un. C'est l'installation de quelque chose d'assuré, de quelque chose qui enlève tout espace à la fragilité. C'est intéressant de voir que quand Arendt dit le totalitarisme, c'est la destruction de la liberté, elle dit aussi c'est la destruction de la spontanéité. C'est-à-dire ce qui arrive sans qu'on le calcule, non? C'est parce qu'il y a de cette innocence, la spontanéité, que on pense, qu'on calcule, qu'on réfléchit. Donc dans un premier temps, enfin, essayer de penser l'humain pas comme pas comme un sujet assuré de sa raison, mais comme ce qui est jamais assuré de sa condition. Et d'un autre côté,
Alors, bien sûr, le totalitarisme, c'est aussi le fruit de l'humanité, non? J'ai une certaine méfiance vis-à-vis des discours dévalorisant l'humanité. Par exemple, je sais plus, je crois que c'était hier, on parlait comme tout le monde et comme partout, on parlait du changement climatique, du réchauffement climatique et de cette idée un peu ironique que finalement, quel est le problème? Puisque l'humain va disparaître et que l'humain est à l'origine de tout ce drame. Donc finalement, ce qui apparaît comme un mal, le réchauffement climatique, eh bien peut être vu comme un bien, puisque on va détruire l'humain. Bon, bah oui, bah, abandonnons les choses à leur cours. Enfin, c'est une façon de penser que je trouve humaine, trop humaine. Enfin, se dire que l'humain c'est le mal, c'est une façon de penser humaine, trop humaine, comme dirait Nietzsche, et qui nous permet pas de nous situer face à la difficulté de penser le mal, et qui finalement nous déresponsabilise. Or, s'il y a une seule chose qui est intéressante dans la question de l'humanisme, qui est intéressant et qui est fondamental, c'est la responsabilité. Merci, Aisha. Merci a vous. Ela agradece, né, é uma questão importante colocada pela. E isso lembra ela uma frase do Levinas, né, que diz que o humano não pode ser ultrapassado porque ele ainda não começou, né, ele ainda não veio a ser. Né, e aí há toda uma questão da relação do Levinas com o humanismo, né, um problema dessa relação do humano, é um humanismo do outro homem, ou alguma coisa assim, toda uma discussão entre humanismo e anti-humanismo que está relacionada a essa, pelo menos até onde eu entendo, digamos, a pertencimento do Levinas a esses dois polos diferentes. Bom, mas há uma, quer dizer, acho que uma coisa que... Peraí. Mas acho que a questão, né, desse humano que pode ser destruído de alguma forma, que ela acha interessante de pensar a partir da Hannah Arendt nessa humanidade que pode ser destruída pelo mal absoluto, é que essa humanidade é uma humanidade da fragilidade da razão, né, uma humanidade que não está nunca, na verdade, certa da sua própria faculdade racional, digamos assim, né, e essa fragilidade que é interessante talvez de pensar, né, inclusive em contraposição a ideia do totalitarismo, né, o totalitarismo enquanto um certo regime de, digamos assim, de seguranças, né, de assurance, né, e não quanto uma negação da fragilidade, digamos assim. E como a própria Hannah Arendt diz, né, quer dizer, o que o totalitarismo destrói também é uma certa espontaneidade, né, uma certa espontaneidade que permite refletir, certo? Enfim, por último, a última tentativa de resposta, acho que ela falava ela tem uma certa desconfiança de discussões que de alguma forma se minimizam, digamos assim, a humanidade, né, ou que criticam de alguma forma, né? Ela fala conversávamos recentemente, né, sobre alguma conversa não necessariamente teórica, mas como todo mundo, a gente conversava sobre as mudanças climáticas atualmente, né, e se falava desse paradoxo, dessa ambiguidade, né, de que com as mudanças climáticas a humanidade, o humano vai desaparecer, mas ao mesmo tempo é a humanidade que causou isso, de alguma forma, né? Foi o humano que causou isso, e na visão da Aisha, esse tipo de pensamento ainda é, como dizia o Nietzsche, o humano, excessivamente humano, né? Quer dizer, essa crítica à humanidade, né, ainda permanece para ela antropocêntrica, de alguma forma, ou antropotécnica. Bom, né, por último, o que acho que seria fundamental para ela no humanismo, além das... Né, bom, esqueci de uma coisa, esse pensamento ainda humano, demasiado humano, né, dessa diminuição, digamos assim, da importância do humano, a partir dessa questão das mudanças climáticas, ele também não resolve a possibilidade de pensar o mal, certo? E, por último, quer dizer, que é a questão importante, né, essencial, algo interessante no humanismo, é a própria possibilidade de pensar a responsabilidade.
responsabilidade pelo mal, etc. Ça marche? Passamos então ao Sérgio. Posso propor um pequeno intervalo? Ou então alguém aqui passa aqui? Eu só preciso fazer um xixi. Pode ser? 2 minutinhos? Je vais aux toilettes très rapidement, donc on commence. Et, Aïcha, on reste là, je vais très vitement aux toilettes, et donc on recommence. Oui? Je bois Parfait. beaucoup de... Super.